La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sous la mandature du président Alassane Ouattara, se porte très bien. Que, en tout cas, depuis avril 2011, que M. Alassane a pris les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire, en tout cas, moi je dirais que la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. Je voudrais poser une seule question à M. Boni. Et combien de temps qu'il n'est pas allé en Côte d'Ivoire? J'étais en Côte d'Ivoire l'année dernière. J'ai participé aux élections municipales à Péry l'année dernière. Vous n'allez rien m'apprendre dans la matière. C'est juste une question. Il y a eu prolifération des sociétés de promotion immobilière. Mais personnellement, je n'ai pas vu les logements sociaux comme au temps du PDC, au temps du président Christophe Boigny et du président Henri Konan de Dieu comme ministre. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à notre émission de débat. Ce soir, nous abordons des sujets brûlants qui font l'actualité et divisent les opinions. Nos invités, experts et passionnés, sont prêts à échanger leur point de vue et à défendre leur position. Préparez-vous à un échange riche et animé où les arguments s'affronteront dans le respect et la passion. Installez-vous confortablement, la discussion commence maintenant. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à Bataille Politique. Deux sujets au centre de nos échanges ce soir. Premier sujet, la crise du logement en Côte d'Ivoire, cause et solution. Le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est la transhumance politique. Et on prendra le cas de Gilbert Francis Kakou, maire de Iré, qui part du PDCI au RHDP et maintenant du RHDP au PDCI, fait l'objet de vives critiques et alimente des échanges virulents entre les deux partis frères, aujourd'hui adversaires. Pour en parler, nous recevons M. Boubacar Tiekoura Diaby, chargé de l'organisation de l'implantation et des adhésions au sein de la délégation RHDP France. En face de lui, il y aura M. Boni Anselme, porte-parole du PDCI RDA en France. 15 ans après la prise de pouvoir par le président Alassane Ouattara, je voudrais demander à tous les deux, à M. Diaby et à M. Boni, comment se porte la Côte d'Ivoire et comment se portent les Ivoiriens. D'accord. Monsieur Bilé, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Bonsoir aussi à Monsieur Boni, avec lequel aujourd'hui je vais débattre des différentes questions qui nous seront posées. Donc pour revenir à la question initiale de Monsieur Bilé, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui sous la mandature du président Alassane Ouattara, se porte très bien. En 2011, quand nous accédions au pouvoir, nous sortons d'une crise post-électorale qui avait fait plus de 3000 morts. Le pays était vraiment en lambeaux. Il a fallu reconstituer le tissu social, le tissu économique et surtout le tissu sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Après ces chantiers titanesques, on se rend compte qu'aujourd'hui, et à travers les différents plans nationaux de développement mis en place par le président de la République et ses différents gouvernements, la Côte d'Ivoire aujourd'hui se situe au centre du monde. Donc c'est pour vous dire que de 2011 à ce jour, des pas de géants ont été accomplis par la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Et cela dans tous les domaines. Monsieur Boni Anselme, Monsieur Diaby vient de donner son avis de comment se porte aujourd'hui la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. D'abord, merci M. Bilé de me donner cette opportunité, ma foi, d'apprécier la situation socio-politique et économique de notre pays. Je remercie aussi M. Diaby d'accepter en tout cas de débattre avec moi. Chacun, dans le respect mutuel, va justement défendre sa position et montrer aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens les véritables enjeux et la véritable situation que nous vivons. Moi, je dirais, sans embâche, sans hypocrisie ni malhonnêteté intellectuelle,
que, en tout cas, depuis avril 2011, que M. Alassane a pris les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire, en tout cas, moi je dirais que la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. Ne se porte pas bien d'abord dans le domaine, je dirais, des droits de l'homme. Aujourd'hui, les gens qui ont été mis en prison lors de la crise électorale sont toujours en prison. Je cite le cas de CKCK Anselme et bien d'autres. Aujourd'hui, des gens, des Ivoiriens et des Ivoiriens croupissent encore, je dirais, dans les pays limitrophes où ils meurent sans soins, etc., etc. Bon, tout le monde a plaidé, le clergé, le président Gbagbo, tout le monde a plaidé, et M. Alassane, en tout cas, il ne veut absolument rien comprendre, il laisse ces gens-là croupir en prison, etc. Le papa, je souligne au passage rapidement que le papa de cet Ansel a même mort, etc. parce qu'il est de ma région, il est de la région de l'armée, il est de la région. Moi, je voudrais savoir, comme vous avez parlé de malhonnêteté intellectuelle, aujourd'hui, les choses vont se dire clairement. À partir de quel moment le constat peut se faire que ça ne va pas en Côte d'Ivoire, puisqu'on sait que vous étiez tous dans la même famille politique, qui est le RHDP. Dans ce constat-là, à partir de quel moment vous le faites? Mais ce constat, je le ferai, c'est-à-dire que la situation s'est empirée. La situation s'est vraiment empirée quand il y a eu rupture entre le PDC RDA et le RHDP. La situation s'est vraiment considérablement empirée parce que c'est vrai que le président Henri Konan Bédié, quand il était dans le RHDP auprès de M. Alassane, il lui donnait quelques conseils et il attirait son attention sur un certain nombre de points. Mais depuis qu'il y a eu vraiment rupture nette entre le PDC-RDA et le RHDP-RDR, en tout cas les choses se sont empirées, les choses se sont compliquées. Le tableau se dresse que M. Anselme Boni doit nous inquiéter. Absolument pas. Je suis très à l'aise de parler de cette situation dans la mesure où le pouvoir d'État a été conquis avec le PDC-RDA. Et je pense que M. Boni était très heureux quand le troisième point était baptisé du nom d'Henri Konan Bédié. On a entendu toutes sortes de loges à l'endroit du président de la République. Mais je voudrais aussi que M. Boni se rappelle qu'au sortir de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire était vraiment en difficulté. Il ne peut pas le nier. Quand il parle des droits de l'homme, il parle de CKCK, je n'aimerais pas personnaliser le débat. Parce que M. CKCK, qui est un gendarme, a été condamné pour des faits très délictueux, qui relèvent même, si je ne m'abuse, des crimes contre l'humanité. Il a été condamné parce qu'il a été à la tête de certain nombre d'éléments de la gendarmerie qui tuaient les gens. Il faut qu'on se dise que c'est très franche. Il ne faut pas le cacher. Donc, dans sa politique de pardon, après les différents éléments qui sont passés, le président de la République a bien voulu accorder la clémence à un certain nombre de personnes. Mais figurez-vous que le général de Gaulle est sorti de prison. Donc chaque chose en son temps. Ne mettons pas la charrue avant les deux. Le président de la République en son temps prendra la décision nécessaire pour que toutes ces personnes dont vous parlez, peut-être que c'est une cause personnelle que vous défendez, on aura l'occasion peut-être d'en discuter, et ça c'est pas un sujet de débat à ce jour. Vous parlez aussi d'exilés qui sont dans les pays limitrophes. Blé Goudé est rentré, Gbagbo est rentré, Katiné est rentré, toute la galaxie FPI de son temps est au pays. Qui participent à la vie économique et politique du pays. C'est des grands débatteurs sur toutes les chaînes privées, à longueur de journée, à s'associer, ils agressent le gouvernement, le président de la République et les ministres. Aucun délit ne leur est reproché. La contradiction leur est apportée de façon systématique et précise par les membres du gouvernement et les membres du RHDP. Donc vous venez de dire qu'il y a des gens qui sont exilés encore dans les pays limitrophes, c'est leur choix de vie.
les Nations Unies ont sorti la Côte d'Ivoire du processus d'asile politique. Parce que les Nations Unies estiment que le pays n'est plus en difficulté, qu'il fait bon vivre, que la sécurité est revenue, que donc tout citoyen du pays qui soit en exil peut rentrer au pays et vaquer à ses occupations. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand au carrefour de Ouattakara, votre voisin, c'est malheureux de revenir là-dessus, vient sortir votre enfant de la maison, le met au milieu du carrefour, lui met des pneus, de l'essence et le brûle, comment voulez-vous que cette personne-là que vous connaissez, avec qui vous avez fréquenté, conversé pendant de longues années, puisse revenir en Côte d'Ivoire, sachant très bien que vous savez que c'est lui qui a commis ces faits. Donc de façon, normalement, de façon, je veux dire, par préservation lui-même de sa vie, il ne reviendra pas, parce qu'il craint pour lui de sa vie, alors qu'on est passé au-delà de ces choses-là. On a pardonné. Au début, M. Diaby, au début de son mandat, la question du logement a été au centre de la politique sociale de Sarah. D'accord. Avec toutes ses composantes. Alors pour quelle raison, encore aujourd'hui, en 2024, avec tout ce qui a été mis en place, le problème est encore crucial. Le problème encore fait l'objet de débat et encore d'actualité. Dans tous les États du monde, le problème de logement revêt un caractère particulier. Parce qu'une population qui n'arrive pas à s'abriter des intempéries, c'est sujet à beaucoup de problèmes. Donc la sécurité déjà des populations commence par là, avoir un toit. Et cela depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire a eu un programme de logement qui a eu des succès. Mais avec la conjoncture économique mondiale, ce programme-là a eu à s'estomper. Donc il y a eu vraiment un arrêt à ce niveau. Et jusqu'à ce que le président Ouattara ne prenne le pouvoir en 2011, c'était un problème vraiment crucial que les Ivoiriens rencontraient, surtout les catégories les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui sont les logements qui sont créés comme les logements sociaux, les personnes qui sont pas bancarisées, qui sont dans l'informel et qui ont revenu, c'est-à-dire la classe basse en fait, qui n'avait pas vraiment accès à ces logements, à part les premières opérations immobilières engendrées par l'État sous le couvert de la psychologie et de la société en son temps. Cela dit. Je disais tantôt que le président de la République, quand il a repris le pays, il a fallu d'abord qu'il pacifie le pays. Ensuite, qu'il repositionne le pays au sein de la communauté internationale. Qu'il fasse en sorte que les bailleurs de fonds internationaux reprennent confiance à la Côte d'Ivoire, acceptent de venir investir encore en Côte d'Ivoire. Il y a eu des pics de croissance maintenant. Cette croissance-là, il faut la repartir de façon équitable. Il y a eu des programmes sociaux du gouvernement PS-Gouv qui allouent des indemnités mensuelles aux revenus les plus faibles, à certains revenus les plus faibles. Nous sommes partis sur des programmes. J'arrive, je vais vous répondre. Il faut dire, une fois que cette stabilisation-là faite, en 2011, c'est pas en 2012, dans le programme du gouvernement du président Ouattara, il a été question de mettre à la disposition des Ivoiriens des logements sociaux. Ce programme a été mis en place, mais il faudrait aussi tenir compte de l'écosystème de cette époque-là. On sortait d'une crise économique, il fallait remettre les institutions financières en place, il fallait rebâtir un écosystème autour des programmes de logements sociaux. Parce que construire des logements avec une telle quantité importante d'unités, ça ne se fait pas de façon systématique. Il faut que les banques suivent, il faut que les ménages aient des ressources assez suffisantes, il faut que la bancarisation suive, il faut que la transversalité du programme puisse être agencée, c'est-à-dire différentes structures et ministères doivent travailler ensemble pour que le programme puisse aboutir. Donc, on reconnaît qu'il y a eu quelques failles dans la première vague de logements sociaux qui a été mise en place. Ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, parce que c'est ce que j'essaie de vous dire à présent. Ce qui n'a pas marché, c'est principalement que l'écosystème n'a pas encore été bâti autour de cela. Vous avez déjà une faible bancarisation et les programmes sociaux qui avaient été mis s'adressaient principalement aux revenus les plus bas, les plus modestes, qui représentent 80% de la cible.
Mais cet écosystème n'était pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas suffisamment bancarisé. Donc il ne rentrait pas en ligne de compte dans les critères de choix des banques pour financer les projets. Donc du coup, le programme va connaître, je ne dirais pas un échec, mais un demi-succès. N'oubliez pas qu'il y a au moins 30 000 logements sociaux construits quand même. Mais si on s'accorde à dire que ça ne va pas profiter à la classe basse, à la classe à revenus faibles, on peut le comprendre. C'est pour ça que ce nouveau programme-là tient compte de tout le monde et prioritairement de cette classe de population dont je vous parle. Nous allons arriver sur le nouveau programme. Alors, M. Boni, oui. Il y a des choses qui ont été dites. Et comme je vous le disais, le problème de logement, la crise du logement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un projet qui a commencé dès la prise de pouvoir du président Alassane Ouattara, avec un chantier colossal. On a parlé de logements sociaux. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette politique-là a abouti à quelque chose? Est-ce qu'on peut la critiquer? On peut s'en réjouir? Moi, je pense, M. Billet, que, encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, le RHDP-RDR, depuis la prise du pouvoir par M. Alassane Ouattara, a tourné dos. Juste avant de continuer, pourquoi vous parlez de RHDP-RDR? Pour que les gens comprennent bien, parce que vous insistez là-dessus. Moi, je parle de RHDP-RDR parce que toutes les pratiques du RHDP, en tout cas, concordent avec la manière de faire la politique du RDR. Donc on pourrait dire que c'est le PDC-FPI actuellement. La violence, tout à l'heure, on va en revenir, puisque quand on va parler de la transhumance politique, encore une fois, nos amis du RHDP... Revenons, restons sur le sujet du logement social. Voilà. Vous avez fait l'éclaircie depuis la rupture avec le PDCI. Voilà. Vous dites qu'aujourd'hui on peut parler de RHDP-RDR. Parce que depuis la rupture avec le PDC-RDA, en tout cas, il y a une pratique à laquelle nous a habitués le RHDP, c'est-à-dire toutes les pratiques, toute la violence menée par le RDR, etc. Voilà pourquoi je parle de RHDP-RDR. Alors, sur la crise du logement, dès l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, le président Félix Houphouët-Boigny et son équipe ont fait de la promotion des hommes et la réponse à leurs aspirations au mieux vivre, qui est l'un des 3 objectifs du plan national de développement. Le président Félix Houphouët-Boigny, sous l'égide du PDC-RDA, a créé la SICOGI, la SOGEFIA, pour permettre à l'Ivoirien, en tout cas, d'accéder à la propriété. J'ai eu une tante qui a accédé à la propriété au niveau des opérations Prodomo à Koumassi. Elle est devenue propriétaire, etc. J'ai un autre oncle qui est devenu propriétaire également à Koumassi, etc. Et il y a beaucoup d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens qui ont accédé à la propriété grâce à la pertinence, grâce à la, je dirais, à la perspicacité de notre du PDC-RDA, etc. Depuis de 60 jusqu'en 99, date à laquelle le PDC-RDA a perdu le pouvoir, en tout cas, les Ivoiriennes et les Ivoiriens, en tout cas, ont vu la différence entre la gestion du PDC-RDA et les autres gestions qui sont arrivées. Alors, oui, bien sûr. Ça a continué, toujours, ça a continué, mais avec un élan, avec un certain recul, etc. Et la situation s'est empirée, dès l'accession de M. Alassane Ouattara au pouvoir. Encore une fois, et là, on tombe dans l'escarcelle, n'est-ce pas, des déguerpissements, des expropriations sauvages. Parce qu'on nous a appris, j'ai ici 2 livres, 2 ouvrages écrits par mes professeurs qui m'ont enseigné quand j'étais à l'Institut d'urbanisme chose du monde,
ici il y a le droit et l'urbanisme et l'aménagement foncier, on nous a toujours appris que l'expropriation se faisait pour cause d'utilité publique. C'est-à-dire que si par exemple on veut construire un hôpital, ou si on veut construire une autoroute, etc., qu'il y a des logements dans le secteur, en tout cas, l'administration n'oblige pas les gens, ne les force pas de manière sauvage, etc., ne les met pas dehors dans la rue. Et on a vu par exemple que des gens dormaient dans le cimetière à un moment donné. Donc, l'expropriation se faisait en respectant un certain nombre de règles, etc. Et donc, les propriétaires sont indemnisés, les gens sont relogés, etc. Et donc, on leur permettait... Vous avez dit tout à l'heure qu'à la prise du pouvoir du président Ouattara, il y a eu quand même un programme qui a été lancé, les logements sociaux. Même si tout n'a pas été parfait. Oui, il y a eu prolifération des sociétés de promotion immobilière. Mais personnellement, je n'ai pas vu les logements sociaux comme au temps du PDC, autant du président Félix Houphouët-Boigny et du président Henri Konan Bédié comme ministre de l'économie et des finances pour pouvoir aider les Ivoiriens à accéder à la propriété. Vous êtes du RHDP, vous êtes le parti au pouvoir. Quel est aujourd'hui véritablement l'état des lieux concernant les logements sociaux? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Boni en scène? Je voudrais poser une seule question à M. Boni. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas là en Côte d'Ivoire? J'étais en Côte d'Ivoire l'année dernière. J'ai participé aux élections municipales à Ferry l'année dernière. Vous n'allez rien m'apprendre dans la matière. C'est juste une question. En 2023, M. Boni, en fait, j'étais en Côte d'Ivoire. Voilà, j'étais en Côte d'Ivoire lors des élections municipales. J'ai participé aux élections pour l'élection du candidat. Je peux baisser à Ferry. Je voulais juste comprendre. Avant de répondre à votre question, je voulais rebondir sur quelques propos de M. Boni. Le programme de logement social lancé par le gouvernement du président Alassane Ouattara en 2012 a été, après Houphouët-Boigny, le plus grand programme lancé par l'État de Côte d'Ivoire. C'est que je sache. Avec la crise internationale qui a fait que les activités de la sécurité de la SODECI, de la SOGEPIA ont été mises en berne, l'État n'a conduit aucun programme de logement social d'envergure en dehors de ce qui a été lancé en 2012 et ce qui est lancé actuellement par le gouvernement du président Alassane Ouattara. C'est là qu'il faut qu'on le reconnaisse. On veut bien faire de la politique, il faut que la politique soit politicienne. Que M. Boni me dise que lui, il n'a pas vu de logements sociaux, de 30 000 logements sociaux construits depuis 2012 jusqu'à ce que M. Boni reprenne le ministère en 2018. Je pense que c'est de la mauvaise foi parce qu'il y a eu beaucoup de communication là-dessus par l'ancien ministre Sanogo et tous les journaux en ont fait cas. Comme je l'ai expliqué tantôt, ce programme-là, l'écosystème, tout l'écosystème n'est pas mis autour. Donc ça fait que les logements qui devaient être à la base des logements sociaux ont un peu dévié de leur fonction parce que les banques n'ont pas suivi et les taxes parasitales qui devaient servir à alimenter, par exemple, un fonds de l'habitat ne s'est pas mis en place. Donc du coup, les petits opérateurs dont M. Boni parle, ça relève de la faiblesse de la gestion du PDCI et de ses affiliés FPI en son temps et PTACI actuellement, parce que depuis tout ce temps-là, ils n'ont rien fait, rien fait pour que l'État puisse se mettre à reconstruire les logements. Ils ont passé tout leur temps à vendre les réserves foncières de l'État. Toutes les réserves foncières de l'État ont été vendues sous le FPI, aujourd'hui alliés du PDCI, pratiquement. Donc quand on parle d'expropriation aujourd'hui, on ne peut pas accepter que des réserves qui étaient disponibles pour l'État de Côte d'Ivoire, des autorités du Front populaire en son temps, pour faire ces réserves pour construire leur demeure. Je prends un cas très simple à Mondi. La réserve foncière du 3e pont. Il savait très bien que c'est une réserve foncière. Il a construit sa maison là-bas. Vous le savez très bien. Donc vous voulez qu'on laisse ça parce que c'est M. Amondi. Vous dites qu'on va l'exproprier, mais il a tout bien organisé. Quand on parle du métro d'Abidjan, toutes
les indemnisations sont en train d'être faites pour que toutes ces personnes qui sont impactées par le projet puissent recevoir leurs fonds. Ou pareil. Vous avez parlé de déguerpissement. Vous ne pensez pas qu'il a été salutaire pour le gouvernement de faire partie des gens de Bodibara, de GESCO, si on avait laissé, avec ces pluies diluviennes à Abidjan, ces inondations, vous pensez que vous ne serez pas en train de tenir le même discours actuellement? Vous comprenez? Donc soyons un peu justes dans ce qu'on dit. Et un peu de je veux bien qu'on fasse de la politique, mais pas de la politique fiction. Donc pour revenir à ce que vous dites, monsieur Billet, l'état actuel des logements sociaux en Côte d'Ivoire, je dirais que la première phase est passée, qui a constitué la construction de 30 000 logements environ. Aujourd'hui, l'État a pris des mesures vraiment fortes. La sécurisation du foncier, le paiement des droits coutumiers, pour ne pas dire on n'introduit personne, la réalisation des VRD, c'est-à-dire viabiliser ces terrains-là pour que l'opérateur qui vienne pour construire puisse avoir un terrain sain, puisse construire des maisons qui soient automatiquement habitables par les populations. Quand vous venez vous achetez votre maison, quand vous y rentrez, vous pouvez y habiter immédiatement, d'après vos occupations, sans souci. Alors, pour les citoyens qui veulent comprendre, qu'est-ce qui a été fait réellement pour, dans quelle région de Côte d'Ivoire, dans quelle zone de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait, et qu'est-ce qui est prévu réellement pour que les gens comprennent. Au-delà des problèmes d'expropriation, de l'autre a fait ça, celui-là a fait ça, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Je voudrais, en 2022 par exemple, sous l'impulsion du ministre de Bruno Collé, le projet pilote dénommé Programme d'urgence a été lancé pour la construction de 25 000 logements. Et ce programme-là, il ne concerne pas uniquement Abidjan. Il va concerner Abidjan, Boaké, Yamoussoukro et presque toutes les grandes capitales de région. Ce sera des immeubles de R+9 pour Abidjan et R+4 pour les régions de l'intérieur du pays. Donc c'est du concret, c'est des projets qui vont être mis en œuvre incessamment. Le 4 juillet passé, il y a eu le lancement de ce projet avec le Premier ministre Ayopougon sur le site de la BAE qui va accueillir déjà les premiers immeubles de la ville d'Abidjan. Et les premières parcelles pour la viabilisation étaient déjà attribuées à l'entreprise ivoirienne Furubat, pour qu'elle puisse déjà à faire les VRD. Et de façon plus concrète, un appel d'offres international a été lancé pour que des sociétés internationales qui sont pionnières dans le développement des maisons, parce que ça demande une certaine technicité, une certaine capacité financière, qui venaient souscrire à ces programmes-là pour pouvoir construire en un temps record ces maisons-là. Et le Premier ministre Mambé l'a dit, il dit il faut que les sociétés qui viennent souscrire ces appels d'offres, si elles rapportent ces appels d'offres-là, il faut qu'à date, elles puissent respecter leur cahier de charge. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas en train de dire ce que nous ne maîtrisons pas. L'environnement financier, l'environnement politique, l'environnement social a été pris en compte de ce nouveau programme. Le ministre Bruno Collé l'a bien signifié. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet dans la mesure où on a, ces derniers temps, on a observé des maisons qui s'écoulent, des maisons construites sur des niveaux, sur par exemple 4 ou 5 niveaux, et qui s'écoulent. Alors quand j'écoute M. Diaby, en parlant d'opérations sur R4, RCC à Abidjan, à Boaké, à Yamoussoukro, je suis vraiment inquiet parce que aujourd'hui, le problème avec le RHDP-RDR, c'est que les appels d'offres se font de manière abracadabra. Les choses ne se font pas, je dirais, de manière scientifique. On voit par exemple que telle année est là, donc il faut lui donner le marché, alors que cette année-là n'a pas la technicité, n'a pas la viabilité pour pouvoir construire, etc. Des gens qui construisent des maisons à hauteur, ce sont des spécialistes du béton armé, ils font des calculs. Vous pensez que tous ceux qui construisent ces maisons-là dont vous parlez sont forcément des gens qui sont du RHDP? Dans la majorité des cas, ils sont du RHDP. Regardez par exemple, je vais vous dire, M. Billet, je vais vous donner un exemple. Regardez par exemple, le Bureau national d'études techniques et de développement, le BNED, qui envoyait des experts dans les autres pays africains.
lorsque cet organisme était dirigé par sous le président Fred Boigny, sous le président Bédier, le ministre Tidjane Thiam, Awa Dombelo, etc. Cet organisme-là, cette structure-là, envoyait des coopérants à Ivoiriens dans les autres pays africains. En tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le BNED a été dépouillé de ses prérogatives. Le BNED a été dépouillé de ses prérogatives au profit de qui? Au profit d'autres structures comme Ebomas. Ebomas, dont le responsable est un proche de Blaise Compaoré, etc. Donc aujourd'hui, le RHDP-RDR vide, je dirais, le contenu des structures comme le BNED, etc. Puisqu'il y a les petits copains, voilà, etc. Il faut leur donner le marché. Et Bomaf, c'est le responsable, un ami de Blaise Compaoré, etc., etc. Donc, vraiment, quand j'écoute M. Diaby, j'ai peur pour la sécurité de nos concitoyens, puisque des gens qui des aventuriers, des gens qui n'ont pas la technicité, qui n'ont pas la formation, et qui se mettent justement à construire des logements à étage, etc. En tout cas, moi personnellement, je n'y habiterai pas. Ok. Je voudrais assurer M. Boni. L'INHTP de Yamoussoukro est une école de référence mondiale. Mais oui, mais parce que là-bas, vous ne pouvez pas faire des magouilles. Là-bas, le truc d'excellence garde quand vous parlez, vous n'avez pas interrompu. Voilà. Laissez-moi développer. Vous ne pouvez pas faire des magouilles là-bas. Voilà. Donc, l'INHTP est une école de référence mondiale. Et les étudiants qui sortent de cette école-là n'ont pas besoin de venir forcément en Europe ici pour avoir la technicité dont vous parlez. Donc, c'est faire injure à l'intellect ivoirien, c'est de dire qu'on ne peut pas avoir en Côte d'Ivoire des ingénieurs en pont et chaussée ou en bâtiment capable. Je n'ai jamais dit ça. J'arrive, c'est tout en train de dire. J'arrive. Pourquoi les maisons s'écroulent, mon cher? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Pourquoi les maisons s'écroulent? Je vous réponds. Voilà. Quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Donc, le BNED dont vous parlez, la majorité de ces cadres-là viennent de ces grandes écoles et universités de Côte d'Ivoire. C'est eux qui font le BNED, en majorité. Et bon, moi, je ne suis pas sûr que vous savez ce que c'est qu'Eboma. Vous n'allez pas dire cet exemple-là. Parce que Eboma, c'est une entreprise burkinabé qui est spécialisée dans la construction de routes et qui est plutôt beaucoup plus active au Togo qu'en Côte d'Ivoire. Elle a eu des marchés parce qu'elle a la capacité de lever des fonds pour construire des routes à crédit que l'État paye après. Pour nous présenter une seule entreprise ivoirienne qui est capable de faire ceci, je pense que Président Ouattara va le faire se à tout prix. Ce n'est pas du copinage. Je vous assure là-dessus. Et en aucun cas, le BNED, Ebomaf n'a comment on appelle, n'a remplacé le BNED. Ce que vous dites, c'est pas juste, monsieur. C'est raisonnable. Donc, Donc le BNED reste le BNED qu'on a fait. C'est le bureau de suite technique. C'est quand même une accusation. C'est très grave. De la part des dire que vous pouvez essayer, mais dire que ceux qui construisent aujourd'hui les maisons, ceux qui ont les contrats aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sont des RHDP. Il n'a aucune preuve. S'il doit une seule preuve de ce qu'il dit, c'est juste des accusations verbales. Non, mais il faut pas. Parce que moi, si vous accusez quelque chose, il faut que je vous sorte un document. Vous êtes fait. Vous n'êtes pas factuel dans ce que vous dites. Non, vous n'êtes pas factuel dans ce que vous dites. Aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde sait pas. La manière dont le pays est gouverné, lorsque le président Alassane Ouattara, c'est vous qui le dites. Lorsque M. Alassane Ouattara parle de rattrapage ethnique, c'est pas moi qui le dis. On va laisser terminer. Dans aucun discours. Le rattrapage ethnique, c'est M. Boni, on va pas refaire ce débat-là. On va laisser M. Diaby qui est en train d'expliquer et à raison valable. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui le BNED, est-ce qu'on sait construire des maisons en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens qui savent construire des maisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Absolument. La tour F, ce n'est pas des Saoudiens ou bien des Marseillais qui construisent la tour F à Abidjan. C'est bien des Ivoiriens. Le parc d'exposition, ils ne viennent pas d'Uranus pour construire.
Je vous cite l'exemple. Les différents ponts à Abidjan. C'est pas les Ivoiriens qui ont construit ces ponts-là? Ils viennent d'où? J'arrive, ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Quand il pleut, ces ponts sont inondés. Mais c'est normal, même en France, les inondations, les inondations répondent à un certain nombre de critères. Quand il y a plus de volume d'eau, que le peut absorber les bouches d'évacuation, et effectivement, il y a une inondation, mais elle est passagère, elle est conjoncturelle, elle n'est pas structurelle. Ah bon. Il faut que vous notiez cela. Donc à chaque fois il faut que vous notiez cela. J'arrive. Deuxièmement, quand vous parlez de manque de technicité des Ivoiriens pour construire, je voudrais que vous fassiez la nuance entre les Ivoiriens qui sont stupides, qui refusent de faire les fouilles en profondeur pour installer des sous-bâtiments nécessaires pour pouvoir supporter un certain nombre d'étages, et des structures qui ont été réellement installées, mais qui ont été dégradées des faits de conditions de pluie diluviennes qui ont fragilisé les structures de ces étages. J'arrive. Il y a le permis de construire qui existe, mais après. Vous pouvez dire que les contrôles n'ont pas été suffisants, mais sous Bruno connaît des contrôles qui étaient de 6 000 par an sont passés à près de 20 000 par an pour contrôler effectivement la structure de ces immeubles. Il y a plusieurs immeubles en construction qui ne sont pas les normes qui ont été détruits. Ça faut vous le rassurer. Ceux qui sont tombés, ils peuvent avoir échappé. Il n'y a pas eu de contrôle. Non, il y en a qui passent sous les radars. C'est malheureux de le dire. De vigilance. C'est malheureux de le dire, mais on ne peut pas être derrière chaque constructeur. Donc il faut que chacun fasse son travail à son niveau. Si vous êtes voisin de quelqu'un qui est en train de construire un immeuble, que vous sentez que ce n'est pas les normes, vous appelez le ministère de la construction pour venir. Ce n'est pas de la délation, c'est de la sécurité de tous. Vous serez en ce moment-là bon citoyen, monsieur Boli. Donc pour revenir au R+9 dont vous parliez, vous avez vu bien comment les États sont construits ici en Europe. On fait de grosses fouilles, on installe tout ce qui est normes antisismiques et tout, et puis on le fait. Alors, moi, je vais rassurer pour vous accompagner un premier sujet. Est-ce que 2025, parce que chaque année, c'est la même situation, c'est le même problème et c'est les mêmes dégâts. Alors, est-ce qu'en 2025, vu la politique aujourd'hui qui a été mise en place par le ministre Soleil Bruno, est-ce que l'année prochaine, en 2025, on peut rassurer les Ivoiriens, on ne met pas dans nature, qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait, pour que ces choses-là n'arrivent plus. Je vais vous rassurer à ce propos. Il n'est facile pour aucun ministre ou aucun président ou aucun être humain de savoir qu'il y a eu des pertes en vie humaine parce qu'un immeuble s'est écroulé des familles. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut se réjouir de cela, qu'on peut le souhaiter. Qu'on soit de l'opposition, du parti au pouvoir, c'est un malheur qui frappe tout le monde. Et peut-être que dans cet immeuble-là, il y habite des membres du parti au pouvoir, des membres de l'opposition. Le deuil, il frappe tout le monde en ce moment. Donc, les mesures prises, c'est de minimiser au maximum les effondrements d'immeubles. Au maximum les effondrements d'immeubles. Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y en aura pas zéro, mais c'est vers ce chiffre-là que le gouvernement tend. Alors, il y a un élément très important, moi, qui me tient à cœur, il ne reste pas beaucoup de temps pour ce sujet. Quand les logements sociaux ont été lancés, c'était des acquisitions. D'accord. Vous pouvez nous expliquer, et surtout, pour les Ivoiriens de la diaspora, qu'est-ce qui est mis en place pour que ces personnes aussi puissent bénéficier de cette nouvelle politique en matière d'acquisition de logements en Côte d'Ivoire. Vous pouvez l'expliquer. Au niveau de l'acquisition des logements, je voudrais vous dire déjà que la cible principale, c'est les revenus à faible niveau, le secteur informel et ceux qui ont des revenus irréguliers principalement. Parce qu'on se dit qu'il y a assez de sociétés civiles immobilières privées construites dans le moyen standing et dans le haut standing, pour que ces personnes-là puissent aller vers ces structures-là pour acquérir leur logement. Donc cela dit, le mécanisme d'acquisition, il est simple. Ça sera soit de la vente directe, de la location-vente ou de la location-fixe. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte dans le premier volet
que ceux qui n'étaient pas bancarisés n'arrivaient pas à accéder à ces logements-là. Pourquoi aussi? Parce que l'État n'avait pas joué un rôle central là-dedans, tout est laissé dans les mains des banques. Donc ce qui fait que ils appliquaient des critères propres à eux. Et du coup, ça excluait une bonne partie de la population de ces logements sociaux. Maintenant, c'est l'État qui est le maître d'ouvrage. Et c'est le maître qui est le maître de... Enfin, l'État est le maître d'ouvrage, non, c'est le contraire de ça. Voilà, le maître d'ouvrage. C'est le maître qui va contrôler tout cela pour assurer M. Boni encore sur l'efficacité du maître. Que les étages pourraient être construits, ce ne sera pas des immeubles que un particulier va se lever pour aller construire sans que les fouilles respectent des profondeurs, que le matériel utilisé ne soit pas de matériel de qualité, et que même à l'intérieur de ces immeubles-là, ces appartements-là, il n'y ait pas tout le confort et la communauté nécessaire selon le cahier des charges. Donc, à travers des logements qui seront mis à disposition des populations ivoiriennes, à un prix extrêmement abordable, qui va, comme je le dis, de la vente directe à location-vente, à location. Vous avez un peu une idée de prix? Bon, aux dernières nouvelles, selon ce que j'ai compris, qu'il y aurait des logements qui auraient un loyer d'environ 35 000 francs CFA, ce qui serait des locations-ventes qui iraient sur 20 à 30 ans. Donc il y a largement le temps d'amortir le paiement. Et en plus, le loyer va coûter le 1/3 des revenus déclarés par l'acquéreur. S'il touche 150 000, 200 000, ce sera le 1/3 qu'on va construire son loyer. Et en fonction de cela, on va conditionner l'étalement des paiements sur 20 ans, 30 ans, 25 ans, etc. Voilà. C'est un nouveau projet lancé par le gouvernement du Côte d'Ivoire. Ça, c'est une affaire gouvernementale, ce n'est plus une affaire de RHDP, RDF. Le PDCI aujourd'hui aspire évidemment et naturellement à reprendre le pouvoir. Alors, est-ce qu'une telle politique répond un peu à vos aspirations? Ou bien comment vous voyez la chose du logement, la solution aujourd'hui pour endiguer cette crise de logement en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez quelques pistes? Et donc aujourd'hui, je pense que le ministre, le président de notre parti, le ministre Cheikh Tidiane Tian, s'inscrit dans cette dynamique-là du PDC-LD. Faire en sorte que véritablement le peuple ivoirien, aussi bien le peuple nanti, celui qui a un fort pouvoir d'achat, que la population du secteur informel ou la population du monde des paysans a accédé à une propriété digne de ce nom. Le président Tidiane Tian prend vraiment à bras le corps ce problème d'accession à la propriété du peuple ivoirien. Le fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, et le premier programme de logements sociaux n'a pas été un véritable succès. Il y a des choses qui ont été faites. Lancé par le RHDP. Le PDCI était le RHDP en son temps. Il faut le signaler. Il ne faut pas occulter cela, mais mon cher Diaby, le président Henri Konan Bédié, qui était à côté du président Ouattara, n'avait aucun moyen. C'est vrai, le président Bédié donnait des conseils sur le président Ouattara qui ne les acceptait pas, qui ne respectait pas, etc. Vous dites le contraire. Vous nous mettez toujours ensemble, mais tout à l'heure, vous dites qu'un tel conseiller attitré du président Ouattara. Vous n'écoutez pas les conseils. Donc, M. Billet m'a posé la question de savoir quelle est véritablement la politique de logement que prend le PDC-RDA, puisque ce parti... Est-ce qu'aujourd'hui, le premier programme qui vient d'être mis en place, qui va privilégier les personnes qui ont un faible moyen, voilà, dans l'ensemble, comment vous appréciez cela? Moi, personnellement, j'attends pouvoir. Moi, je ne suis pas un démagogue. Moi, je suis pragmatique et je fais partie d'un parti politique qui est pragmatique et qui fait les choses parce que le président Frédéric nous a montré vraiment le bon exemple, relayé par le président Konan Bédié. Et donc, encore une fois, comme je l'ai dit, nous allons observer, mais à côté de ça, nous allons proposer au peuple ivoirien une véritable politique d'habitat, etc. Voilà.
Voilà ce que je peux dire. Voilà, vous allez garder la parole puisqu'on est à la fin de cette première partie de notre émission. La suite de nos sociaux, chacun de vous a apporté une solution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous restez confiant que les choses s'améliorent ou vous dites, bon, le PDC viendra au pouvoir et c'est le PDC qui se trouve. Moi, je pense, mon cher Billet, que rien ne va. Rien ne va puisque, encore une fois, le RHDP-RDR nous a montré son véritable visage au niveau des déguerpissements. Moi, je dis que sur le plan éthique, sur le plan humain, c'est vraiment indécent de mettre des pères de famille, des vieilles personnes, des femmes, des enfants au dehors. Alors, le RHDP-RDR nous dit, mais non, mais on a indemnisé les gens, on a construit des logements sur d'autres sites, tout ça. Mais, entre nous trois, lorsque vous déguerpissez les gens et vous les éloignez des écoles, des services, après vous allez vous plaindre que ces gens-là ne vont pas, etc. Les choses n'acceptent pas ce qu'on leur propose. Je donne un exemple plus simple. Lorsque le quartier Washington, un bidonville, a été, le président Bédié s'est retrouvé face à cette situation, compte tenu de son humanisme. Je précise que le président Bédié avait créé les fonds sociaux en France. Compte tenu de son humanisme, le président Bédié était intervenu et la Banque mondiale a aidé la Côte d'Ivoire à construire un autre site sur la route d'Alepé pour pouvoir reloger la population du bidonville, Washington, etc., avec des services, avec des écoles, etc., etc. Mais donc, vous n'allez pas me dire, M. Diaby, que oui, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ce sont des mesurettes que vous avez prises. Ce sont des mesurettes que vous avez prises qui ne répondent pas véritablement aux préoccupations des populations. C'est normal que les populations ne partent pas. Ça nous donne l'occasion de continuer une prochaine fois. Voilà. Un débat qui est très riche. Absolument. On va conclure avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez véritablement rassurer les Ivoiriens et leur dire qu'il y a quelque chose qui vient d'être fait et c'est une vraie politique qui est mise en place? Je voudrais, au nom du RHDP, du président de la République, du secrétaire national des militants de l'extérieur, rassurer tous les Ivoiriens que la nouvelle politique mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du président de la République et du ministre Bruno Koné, sont des mesures fortes. C'est le plus grand programme d'accès aux logements sociaux que la Côte d'Ivoire moderne ait connu. Je dis bien le plus grand, le plus fort et le plus viable. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'en avons pas encore vu. Rassurez-vous, ce ne sont pas des mesurettes. Et vous pouvez même encore, vous, M. Boni, souscrire à ces opérations-là. Je vous incite vraiment à le faire. Sinon, vous regretterez plus tard. Faites-le si vous avez des parents à Abidjan et invitez-les à y participer. M. Boni a fait inviter la Côte d'Ivoire. On a préparé tout ce possible. Absolument. On va passer au deuxième sujet qui est conflit. Je viens rapidement, vraiment rapidement, M. Billet, rapidement pour dire que, encore tout à l'heure, j'ai parlé de mesurettes. Des mesurettes prises par le gouvernement, du RHDP-RDR, et c'est normal que les populations ne partent pas puisque les sites qu'on leur propose sont très éloignés des écoles, des services, etc. Et puis, il faut reconnaître aussi, il faut souligner aussi que qu'au niveau, par exemple, de la construction, du ministère de la Construction de l'Urbanisme, il y a beaucoup de corruption. Il y a beaucoup de corruption. Si vraiment le gouvernement RHDP, RDR veut faire le ménage, ben c'est tout le monde qui ira en prison, etc. Voilà. On va laisser cette question à la justice. Ok. Peut-être que tu n'as pas abordé ce sujet. La justice a fait une fait il y a eu des documents, ça on le sait, mais la justice a fait une fait un travail. Donc on ne va pas que ça fasse partie de ce débat.